Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour le 7 Info, l'équipe du dimanche, pilotée ce soir par Dieudonné Amonto. Bonsoir encore une fois, bienvenue à tous. Deux invités, Yéli Monique Kam, seule femme candidate déclarée pour l'instant à la présidentielle de novembre prochain, et puis notre consultant politique, Siaka Koulibaly. Le 7 Info, c'est parti. À la Commission électorale nationale indépendante CENI, les derniers réglages avant l'ouverture demain lundi des dépôts de dossiers de candidature à la présidentielle. À quelques heures du début des dépôts de candidature de l'élection présidentielle, la CENI s'active pour les derniers réglages. Elle fait un aménagement spécial de ses locaux pour accueillir les candidats dans de meilleures conditions. De la salle de réception des dossiers à l'espace prévu pour les interviews avec la presse, les techniciens sont au fruit et au moulin. Par rapport au planning du travail que les techniciens nous ont donné, ils ne sont pas en retard parce qu'il y a un nombre de jours et à ce stade-là, ce qui reste, c'est quoi? Installer des projecteurs, déposer une table et des chaises. Ça, ce n'est véritablement pas du travail. C'est la toute première fois que la réception des dossiers de candidature de l'élection présidentielle est dévolue à la CENI. Car jusqu'au scrutin de 2015, ils étaient reçus par le Conseil constitutionnel. Newton Barry et ses collaborateurs veulent donc être au rendez-vous de cette délicate mission, en jouant à la fois la carte de la transparence. Nous, on a un grand intérêt à ce que tout le monde réalise qu'on fait le travail, qu'on le fait correctement, conformément à la loi. Donc voilà pourquoi nous essayons, dans la mesure du possible, d'ouvrir notre porte. Tant que la loi ne nous dit pas qu'on doit garder à vase clos, nous jouons ce que je dirais la carte de la transparence, la carte de venez voir. Comme ça, nous estimons qu'en ce moment, le citoyen s'engage en sachant à quoi il s'engage. Les dépôts de candidature débutent officiellement ce lundi 28 septembre et prennent fin le vendredi 2 octobre prochain. La publication de la liste définitive des candidats retenus est prévue pour le 11 octobre. De novembre prochain et le coup KO en faveur de Roch-Marc Christian Kaboré, le parti au pouvoir reste dans sa dynamique. Les députés du groupe parlementaire MPP réfléchissent aux voies et moyens de parvenir à un succès sans appel aux élections présidentielles et législatives du 22 novembre. Ces élus veulent non seulement assurer la réélection du candidat Roch-Marc Christian Kaboré, mais également avoir la majorité absolue au Parlement. Nous demandons simplement au peuple burkinabé de constater de lui-même et de faire en sorte de pouvoir donner un autre quitus au président Roch-Marc Christian Kaboré et de lui donner une majorité parce qu'un président sans majorité parlementaire est un président ECD. Il ne peut pas mettre en œuvre son programme, il ne peut pas mettre en œuvre sa politique. Donc c'est de demander encore au peuple burkinabé l'onction qui sera donnée au président Roch-Marc Christian Kaboré, qu'on puisse donner cette onction-là au parti afin que nous obtenions le maximum de députés. Pour les députés du parti au pouvoir, seul le travail acharné va permettre de sortir la tête de l'eau au soir du 22 novembre. Ils peuvent également compter sur une ressource humaine à la hauteur des défis du moment. Que ce soit la présidentielle ou les législatives, nous devons mouiller le maillot en avançant en rang serré car la victoire est au bout de nos efforts conjugués. Le MPP, dans sa lutte pour la reconquête du pouvoir dans les mois à venir, dispose suffisamment d'hommes et de femmes de valeur qu'il faut pour relever les défis. Nous avons effectivement de l'ambition. Mais vous avez raison. Ce n'est pas seulement de l'ambition. Nous avons surtout la conviction. La conviction, ceux qui se battent finissent par triompher. C'est une conviction. Ces deuxièmes journées parlementaires de l'année 2020 sont les dernières de la 7e législature. Les députés espèrent qu'au sortir de leurs travaux, ils parviendront à des conclusions à même de leur assurer le succès tant attendu. Retour avorté de Yacouba Isaac Zida cette semaine. L'ancien Premier ministre voulait assister à son investiture, mais finalement,
Il a été investi. En son absence, son parti, le MPS, crie à l'acharnement. Des posters géants de Yacouba Isaac Zida partout, mais Yacouba Isaac Zida nulle part. Le candidat à la présidentielle n'a pu effectuer le déplacement de Ouagadougou pour éviter l'humiliation, selon les dirigeants de son parti. En l'absence de l'ex-général, les militants ont dû se contenter d'un échange par visioconférence projeté au sein de la Maison du Peuple. Je refuse que Zida et le MPS servent de bouc émissaire à un président et à son parti pour justifier leur échec politique. S'ils ne peuvent pas, qu'ils cessent simplement la place à ceux qui peuvent. Je vous appelle à ne céder à aucune provocation. Laissons le MPP et son chef répondre seul devant l'histoire et devant le peuple burkinabé. C'est finalement le professeur Augustin Louada qui reçoit symboliquement le drapeau du Burkina Faso en signe d'investiture. C'est pour privilégier la paix que le mouvement a décidé de différer le retour de son champion. Mais si le pouvoir en place ne facilite pas le retour de l'ancien Premier ministre de la Transition, le MPS n'exclut pas d'utiliser d'autres méthodes. Nous avons choisi la voie de la négociation, n'a pas prospéré. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste d'après vous? Donc vous n'allez pas par rapport de force. Écoutez, on va aller à l'aéroport, l'accueillir. On va voir si les militants vont accepter que leur leader soit arrêté pour des raisons, pour des motifs purement politiques. Est-ce que cela ne créerait pas de la violence, professeur? Mais c'est pour cela que nous avons privilégié l'option de la négociation. C'est une voie qui est toujours ouverte. Et donc nous demandons à tous ceux qui sont soucieux de paix et de stabilité dans ce pays-là de favoriser les voies pacifiques de règlement des différends. Selon le mouvement patriotique pour le salut, tous les documents de Yacouba Isaac Zida sont prêts. Il ne reste plus que le dépôt de sa candidature. Mais le parti de la Colombe prévient quant à d'éventuelles manipulations pour écarter l'ancien Premier ministre. Je voulais ici dire que le MPS a mis tout en œuvre pour remplir les conditions fixées par la loi fondamentale et le code électoral pour la validité de la candidature à l'élection présidentielle de Yacouba Isaac Zida. C'est pourquoi nous mettons en garde ses adversaires politiques contre toute velléité de manipulation de la CENI et du Conseil constitutionnel aux fins d'exclusion de sa candidature afin de réaliser un coup KO contre le peuple burkinabé. Au cours de cette investiture, les militants du MPS ont exprimé leur souhait de voir Yacouba Isaac Zida prendre part à la campagne électorale qui se profile à l'horizon. Mais le sort du candidat reste très lié à la procédure judiciaire ouverte contre lui par le tribunal militaire. Et voilà, Seka Coulibaly, finalement, c'est un faux suspense. On savait qu'il ne viendra pas. Oui, c'était prévisible quand même que c'était difficile que l'ex-premier ministre puisse arriver dans les conditions que l'on sait. Donc, ce n'est pas du tout une surprise de constater qu'il n'a pas pu faire le déplacement et qu'il n'était pas présent lors de son investiture. Comme l'a dit le professeur Louada lui-même, ils avaient déjà envisagé l'option qu'il ait des difficultés. Ils ont essayé de surmonter ces difficultés à l'avance. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire, donc ce qui fait qu'on reste à la case départ, à savoir que Isaac Zida reste en exil et que sa famille politique continue à porter l'espoir qu'il puisse être candidat et peut-être à partir de là, les lignes peuvent bouger également, on verra bien. Son parti qui accuse le pouvoir de velléité d'arrestation de leur leader, au quoi il viendrait donc à fouler le sol burkinabé. Et on a vu cette semaine aussi cette sortie du gouvernement, à travers le ministre porte-parole du gouvernement, qui demande justement cette information. Si on s'en tient justement à ces communiqués du porte-parole du gouvernement, il ne s'agirait même pas d'une posture gouvernementale. Il s'agirait d'une action de justice qui devrait suivre son cours. Et qu'eux, ils estiment que si Isaac Zida arrivait, la justice était en droit de demander à ce qu'il se mette à sa disposition. Donc c'est ce que le gouvernement dit. Je pense également que les partisans de l'ex-premier ministre devaient aussi envisager l'option judiciaire, c'est-à-dire où on en est réellement avec la procédure, qu'est-ce qui peut être fait actuellement, est-ce qu'un procès est prévu, etc., etc. Si bien qu'on va peut-être demander que le procès se fasse rapidement, quand on sait qu'un procès est toujours contradictoire et permet à l'accusé de se défendre. Donc c'est tout à fait possible que ce qui est reproché à l'ex-premier ministre puisse être levé
au regard donc des arguments qui vont être développés au cours de l'éventuel procès. Si non plus il n'y a pas de procès et que selon les règles de l'armée, la procédure est déjà définitive, à savoir qu'une condamnation pour désertion est déjà acquise, là aussi il faut voir comment on peut faire, s'il y a appel ou pas, etc. Il se trouve que pour l'instant, en vérité, en dehors de la procédure disciplinaire, côté judiciaire, il n'y a pas de procès, donc sa candidature, normalement, ne devrait pas poser de problème. Oui. Parce qu'on voit déjà le secrétaire à la mobilisation de la jeunesse qui met en garde contre des velléités donc, de refus de sa candidature. Oui, ça c'est tout à fait normal que les partisans d'Isaac Zida s'expriment de la sorte. C'est comme je l'ai dit, il aurait été nécessaire également qu'on puisse faire un point exact de la procédure. Qu'est-ce qui est reproché? Est-ce que c'est la procédure disciplinaire seulement? Si telle est, quelles sont les implications de la sanction disciplinaire qui a été adoptée? Est-ce que ça empêche l'individu sanctionné de jouir de ses droits civils et politiques, etc., etc. Donc je crois qu'ils auraient aussi, peut-être qu'ils le savent. En tout cas, le professeur Ledoy, il est constitutionnaliste et voilà. Il le dit clairement, jusqu'à preuve du contraire, sa candidature ne devrait poser aucun problème, oui. Juridiquement. Je pense que, bon, d'un point de vue de la forme, à la CENI, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Parce que c'est la jurisprudence de 2015 que la CENI avait déjà instaurée, sous Maître Kéré Barthélemy, à savoir que les pièces qui sont prévues par le Code électoral, dès lors qu'un candidat les remplit, le dossier est réceptionné. Pour la simple raison qu'il y a un contentieux des candidatures. C'est-à-dire qu'une fois que les dossiers sont déposés, si quelqu'un a quelque chose contre une candidature, il fait un recours au niveau du Conseil constitutionnel, et c'est ce qui avait été fait en 2015 contre certains candidats qu'on a considérés comme exclus par la suite. Donc, comme il y a ce contentieux, la CENI n'est pas en réalité un enjeu. Donc, il suffit qu'il réunisse les pièces administratives, il les déposera, la CENI va réceptionner. Et après, le Conseil constitutionnel. Après, voilà, le contentieux va s'ouvrir. S'il y a des recours, le Conseil constitutionnel va les examiner et rendra des décisions là-dessus. Et c'est à l'issue de ça qu'on aura une candidature ou pas. Alors, on attend de suivre en tout cas ce dossier Yacouba Isaac Zida, visiblement déterminé quand même. Oui. Hein, on l'a écouté justement à travers par visioconférence. Il reste déterminé à participer à ces élections et pense pouvoir donc apporter sa pierre justement au changement dans la gouvernance. En tout cas, quand on voit le parti qui fait de la mobilisation, quand on voit lui-même se prononcer également... Est-ce que véritablement, c'est un candidat qui fait peur au pouvoir? Je pense que, compte tenu du contexte burkinabé, contexte politique burkinabé, il peut s'agir plutôt de règlement des comptes que de faire peur à l'un ou l'autre des candidats. Donc, comme vous le savez... peut-être qu'on craint surtout peut-être de l'agitation de la rue. Exactement. Au cas où il venait à fouler le sol. L'agitation dans plusieurs sens. Ça peut être ses partisans, ça peut être... Au sein de l'armée? Au sein de l'armée, ou d'autres qui pensent avoir été lésés par l'effet de la transition. Tout ça est possible. Donc, ce sont des possibilités qui font que cette candidature aujourd'hui est aussi problématique. Mais on verra bien, donc, à l'issue de la procédure des dépôts et de validation, quel est le sort qui lui est réservé. On attendra donc de voir. Alors, nous sommes avec... une candidate en tout cas déclarée. Elle est titulaire d'un DUT option secrétariat, d'un autre DUT option assurance à l'IBAM, l'Institut burkinabé des arts et métiers. Elle est aussi titulaire d'une licence en marketing et d'un master en marketing et stratégie. On l'appelle la Nyenenga de l'éducation. C'est une femme, une mère de 5 enfants, chef d'entreprise d'une société de courtage d'assurance qui a décidé de porter seule le manteau politique, sans mentorat. Elle a créé son parti, le MRB, le Mouvement pour la Renaissance du Burkina. C'est bien sûr Yeli Monique Kam que nous recevons. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Guéry. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, le MRB, est-ce qu'on peut dire que c'est encore un parti, n'est-ce pas, un parti de trop? Parce que les partis politiques, on en a tellement. Oui, le MRB est un nouveau parti politique dans le paysage burkinabé, mais n'est pas un parti de trop, parce que le MRB mène une politique de développement.
Ce qui manque au Burkina, c'est une politique de développement. Voyez, nous avons plus de à peu près 200 partis politiques. Lorsque nous avons suivi et observé certains partis politiques, nous nous sommes rendus compte que ces partis sont gérés de façon partisane. Donc, ces partis n'ont pas pu porter les aspirations du peuple burkinabé et mener une politique de développement. Le MRB, à travers son projet de société, porte les aspirations du peuple burkinabé, à savoir le développement du capital humain. C'est ce que tout le monde dit, même au MPP, c'est aussi le leitmotiv, de développer le capital humain. Ça fait partie du programme présidentiel. Est-ce que ça veut dire que pour les partis qui existent déjà, il n'y avait pas possibilité pour vous d'intégrer ces partis-là, ou bien pour vous, il était nécessaire d'avoir votre parti à vous, votre appareil politique à vous? En réalité, on ne change pas ce qui marche bien. Si nous sommes arrivés à fonder un parti politique, c'est que nous n'avons pas obtenu, en tout cas, la prise en compte de l'intérêt général et de la vision que nous voulons implémenter. Alors, et pour vous dites, le MRB, c'est bien sûr le mouvement pour la renaissance du Burkina. Le Burkina a besoin de renaissance pour vous? Oui, le Burkina a besoin de renaissance. Il s'agit d'une refondation à travers un système éducatif efficace et pratique. Voilà, vous dites, c'est donc la raison de votre engagement politique, justement, pour vous. On sent que dans tous vos discours, la question de l'éducation, ça revient. Pour vous, c'est le sens de votre engagement en politique? Oui, l'éducation de qualité pour tous est le sens de mon engagement. Alors, vous parlez de pacte républicain, éducatif et de l'emploi, agricole, industriel, patriotique et de la diaspora, et de la solidarité. On peut dire que des mots, non? Quoi de nouveau sous le soleil finalement? Quelle vision? Du classique, non? Non, ce n'est pas du classique. Ce n'est pas du classique parce que le MRB porte les aspirations du peuple burkinabé. Voyez, les femmes et les jeunes ont été marginalisés pendant longtemps. Les femmes n'ont pas suffisamment participé à la gouvernance de ce pays. Il n'est pas possible d'exclure une majorité de la gouvernance et vouloir que ça marche. Les femmes aujourd'hui veulent participer. Les jeunes ont besoin d'emploi, d'une éducation de qualité. Et c'est ce message que nous avons pour le peuple burkinabé. Ce message, pour arriver à Kossiam, justement, votre appareil, à quelle envergure, quelle assise véritablement au plan national? Nous sommes implantés, nous avons des coordinateurs régionaux dans toutes les 13 régions. Nous avons également des représentants dans les provinces et nous avons déposé des candidatures pour les législatives. Vous êtes présente aux législatives, vous-même vous êtes candidate? Oui, je suis candidate sur la liste nationale. La liste nationale de votre parti. Le MRB donc et les législatives, des candidats partis donc. Qui du respect du quota genre, ça a été un débat. On a vu que même le parti au pouvoir n'a pas pu respecter cela. Oui, puisque nous parlons d'éducation, une éducation citoyenne qui redonne la confiance à chaque citoyen. Et aujourd'hui, nous nous employerons, si nous arrivons à Kossiam, à redonner confiance aux femmes, afin qu'elles puissent participer à la vie politique de ce pays. Effectivement, nous-mêmes, en prenant l'éducation et la participation des femmes, nous n'avons pas pu respecter ce quota genre. Et j'en suis désolée. Vous en êtes désolé. Et quelle est la raison? Pourquoi vous n'avez pas pu respecter? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de femmes capables pour conduire votre liste? Les femmes sont capables, mais aujourd'hui, elles n'ont pas encore reçu une éducation citoyenne capable de les libérer et de les amener à s'engager pleinement dans la vie politique. Ça aussi, ça sera donc votre combat. Alors, la caution, les parrainages, iriez-vous jusqu'au bout de votre candidature ou bien ça va s'arrêter là parce que les candidatures s'ouvrent demain, lundi? Nous sommes fin prêts et nous attendons en tout cas l'ouverture de la période de dépôt des candidatures. Vous avez les parrainages nécessaires? Nous avons les parrainages et la caution est déjà libérée. Vous avez la caution, comment l'avez-vous eu? Je suis chef d'entreprise. D'accord. C'est vrai, okay. La pauvreté a un visage féminin, mais sachez que j'ai le soutien de mes sœurs qui m'ont apporté leur contribution volontaire pour compléter ma caution. Un engagement ferme, donc vous comptez aller jusqu'au bout de cette candidature parce que pour vous,
l'éducation, il est question donc d'opérer des réformes profondes à ce niveau. C'est cela, le développement viendra de cette réforme. Tout à fait. Éducation, éducation, éducation comme une priorité nationale, la priorité des priorités au Burkina Faso. C'est le seul moyen de rompre la transmission générationnelle de la pauvreté. Et quel est votre constat de l'existant? Qu'est-ce qui manque à ce système éducatif que vous souhaiterez changer? C'est la consistance qui manque dans les connaissances délivrées à l'école. Aujourd'hui, nos jeunes, ils ont des connaissances pratiques, ils ne sont pas immédiatement employables et les besoins de développement ne sont pas pris en compte dans les programmes éducatifs. Et c'est notre cheval de bataille d'adapter les programmes éducatifs aux besoins de développement du pays afin de rendre l'éducation plus efficace et de rendre les jeunes capables de s'auto-employer. Vous faites appeler donc la Nyenenga de l'éducation. C'est bien ça? C'est bien ça. Nyenenga de l'éducation parce que nous marquons la rupture. Puisque la tradition burkinabé depuis les indépendances, nous n'avons pas encore vu une femme chef d'État. Mais je vous dis, à partir de 2020, vous verrez comment les populations vont s'engager à mes côtés, vont me voter, afin qu'une femme accède à des positions honorables dans ce pays. Vous savez, vous parlez tout à l'heure de culture qui fait que les femmes ne s'engagent pas. Et cette culture aussi fait que pour les hommes, parfois, c'est difficile d'imaginer cela jusqu'à... À preuve du contraire, c'est encore cette perception qui est assez difficile à accepter parfois par rapport à nos traditions, nos coutumes. Et justement, mon engagement consistera à effacer ce cliché négatif qui pense que la femme est inférieure et ne peut pas participer pleinement à la vie de la nation. Et par mon engagement aujourd'hui, je donne l'exemple à toutes les femmes, j'honore toutes les femmes et je m'engage pleinement à assumer de hautes responsabilités dans ce pays. Et les femmes, par cet exemple-là, s'engageront aussi dans la vie politique de ce pays. Mais vous savez aussi que la présidentielle, ce sont les moyens, il n'y a pas que la caution. Il faut avoir les moyens de battre campagne. Comment vous mobilisez les ressources à votre niveau? Tout à fait. Nous fonctionnons sur fonds propres. Mais aujourd'hui, le peuple a besoin de changement, a besoin d'entendre un message nouveau. Et aujourd'hui, pour nous, il n'est pas question d'acheter des voix. Mais par notre message pertinent, la question de l'éducation, les populations suivront et se sont même engagées à contribuer, à nous aider, à nous soutenir, à battre campagne. Chaka Coulibaly, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que des femmes se présentent à la présidentielle, mais la question reste tout le temps posée, la participation féminine aux élections. Et là, c'est un engagement avec une priorité bien précise, c'est l'éducation. Oui. Je pense qu'il faut cautionner cette candidature, la féliciter, parce que déjà elle permet donc de mitiger la dominance masculine des candidatures, donc en faisant penser qu'il est aussi possible que des femmes envisagent de diriger le pays et d'apporter des alternatives aux politiques qui sont menées à l'heure actuelle. Ceci dit, ce n'est pas une mince affaire. Il va falloir peut-être ici s'assurer que la candidature, au-delà de la symbolique de la représentation des femmes, couvre également l'autre dimension qui est le contenu, à savoir l'offre politique, qui va... peut-être que la thématique principale de la candidate est assez connue, il s'agit de l'éducation, effectivement tout le monde reconnaît que ces domaines est une priorité et pose beaucoup de problématiques. Maintenant, quelles sont les idées pour modifier, transformer le secteur de l'éducation, faire en sorte que ce soit une éducation qui permette de déboucher sur du développement, sur de l'emploi directement. C'est peut-être là où la candidate pourra faire œuvre utile. Les seules interrogations, c'est peut-être sur son expérience politique. Est-ce qu'elle a déjà été dans d'autres organisations par le passé, ce qui lui faciliterait la mise en place du dispositif et l'animation au moment des campagnes. Autrement dit, je pense c'est vrai qu'elle a un appareil politique qui existe, pas maintenant, depuis quelques années déjà. Oui, 2 ans. 2 ans. Donc cela montre que c'est une candidature qui est tout à fait valable.
et on verra à la fin du parcours quel résultat va en sortir. Est-ce que l'idée du changement passe par un visage féminin? C'est une question, mais aussi la transformation générationnelle de notre société, est-ce qu'elle va également être visible à ce niveau-là? Parce que, à la voir, je pense qu'elle fait partie de cette catégorie de ceux qui ne sont pas de la vieille garde, comme on dit, qui sont ici représentés notamment par les deux ténors, Roch Kaboré et Zéphirin. Sinon, à partir de Eddy Kombouego, de Isaac Zida, Gilbert Ouedraogo, c'est une autre catégorie qui est en train de commencer et elle fait partie donc de ces groupes-là. On attendra donc de voir, comme on l'a dit, ça va pas être une petite balade. Mais le plus important pour vous sera de pouvoir partager votre message avec le peuple burkinabé, justement. En son temps, oui, nous sommes prêts pour cela. Prêts pour le combat. Prêts pour le combat. Merci, Madame Yéli Monique Kam. Je rappelle que vous êtes une candidate déclarée à la présidentielle de 2020. On attendra de voir cette semaine, justement, pour vous accompagner, certainement, pour le dépôt de candidature. Oui, merci, M. Guébré. À bientôt. Merci, Madame, d'être passée dans cette info ce soir. La suite, avec le conseil de discipline le plus médiatisé au Burkina, qui a finalement eu lieu cette semaine. Le drapeau rouge dans les airs, les syndicalistes chantent pour accueillir leur général, fraîchement sorti du conseil de discipline. Visiblement, Bassolma Bazié semble confiant, en dépit des charges retenues contre lui. Il lui est reproché de n'avoir pas exécuté une instruction tendant à accomplir un volume horaire de 10 heures au lieu de 3 heures qu'il accomplissait depuis près de 10 ans. Mais selon son avocat, le secrétaire général de la CGTB n'a commis aucune faute car il existerait une loi qui autorise les permanences syndicaux. Beaucoup de Burkinabés ne savent pas ce que c'est. Les permanences syndicaux, c'est-à-dire que l'État s'engage à ce que des agents des syndicats, notamment des responsables désignés, qui sont agents de la fonction publique ou même travailleurs du privé, soient mis à disposition du syndicat. Donc ils travaillent dans le syndicat, mais ils sont payés par la fonction publique. Et une loi, la loi 081, son article 121, a adopté ce principe-là. Au Burkina, il y aura désormais des permanences syndicaux. Sauf que depuis 5 ans, on attend la mise en œuvre pratique, rien n'est fait. Donc vous ne pouvez pas comprendre, mais comment vous pourrez comprendre qu'un État qui admet des permanences syndicaux puisse reprocher à un responsable syndical de ne pas accomplir le volume horaire légal imparti aux enseignants. D'ailleurs, je me demande si au Burkina Faso, je m'excuse auprès des enseignants, s'il y a un seul enseignant qui accomplit le volume horaire imputable aux enseignants. Selon Maître Prosper Farama, Bassolma Bazié ne s'est jamais mis au-dessus de la loi. En plus, il a toujours obtenu une note de 9 sur 10 pour travail bien fait, avec proposition de félicitations ou de décoration. Et ce, depuis 7 ans, de façon continue. Cette affaire ne nécessitait pas donc un conseil de discipline, sauf s'il y a d'autres considérations subjectives. La question qui se pose, ce n'est pas une question de M. Bazié. Nous l'avons répété au Conseil. Au-delà de M. Bazié, c'est la problématique de la construction de l'État de droit au Burkina Faso et la place et le rôle des syndicats dans la construction d'un État de droit. Tous les jours, vous voyez M. Bazié et ses autres collègues de l'UAS en discussion avec le gouvernement, pendant des semaines quelquefois. D'autres fois en déplacement à Genève pour rencontrer, pour participer à des instances internationales. Au nom de qui? Mais ce n'est pas en son nom. Si c'était en son nom, je pense qu'il ferait des vacations à ses heures perdues, il gagnerait plus d'argent. Mais il le fait, c'est pour l'État de droit. C'est pour construire la démocratie. Parce que dans un État de droit, les syndicats ont une place forte dans la construction de l'État de droit. Et ce qu'il fait, c'est pour l'ensemble des fonctionnaires, des travailleurs du Burkina Faso. Et c'est pour cela que la loi lui confère des allègements. Le gouvernement prendra sa décision dans un mois. Il n'aura pas de problème si elle convient. Dans le cas contraire, ils aviseront ce que des droits, selon Maître Prosper Farama. L'actualité cette semaine, c'est aussi la présentation des modalités de prise en charge des plus de 100 000 sinistrés suite aux inondations. Vents et pluies diluviennes n'ont pas épargné les 13 régions du Burkina depuis l'entame de la saison pluvieuse, emportant souvent tout sur leur passage par endroits. 106 228 personnes sont déclarées sinistrées à ce jour, dont plus de 50 000 personnes jugées vulnérables. 17 705 ménages sont touchés et on enregistre des dégâts humains et matériels très importants. Les données collectées par les services techniques ont
fait ressortir que à la date du 18 septembre 2020, 112 blessés, 41 décès, 12 378 maisons et habitations détruites, des pertes d'animaux, plus de 500 tonnes de vivres détruites ou emportées par les eaux, plusieurs hectares de champs inondés. L'état de catastrophe naturelle déclaré par le gouvernement qui a débloqué 5 milliards de francs CFA pour la réponse humanitaire a permis d'apporter les secours d'urgence aux sinistrés à travers les 116 communes touchées. À ce jour, 7356 tonnes de vivres ont été distribuées à 500 434 personnes réparties dans 62 732 ménages. 75 blessés ont été pris en charge à travers le Fonds national de solidarité. Pour la prise en charge des sinistrés, un travail méthodique est fait par le ministère en charge de l'action humanitaire, qui envisage également aider les sans-abri à trouver des logements sécurisés. Ce n'est pas parce que vous venez dire que vous êtes sinistré que vous êtes pris en compte. L'enregistrement se fait et il y a une enquête sociale qui détermine la vulnérabilité de la personne et automatiquement la personne est prise en charge. Et après maintenant, nous allons accompagner au relogement. Je vous assure tout de suite que le relogement, c'est pour les personnes qui sont dans les zones non dites inondables qui seront prioritaires et c'est sur lesquelles nous allons travailler, sauf instruction contraire de ma hiérarchie. Donc, celles qui ont été dans les zones inondables, elles sont pas passibles d'être dédommagées parce que c'est une zone dite inondable et elles ne devraient pas y être. En plus de la réponse humanitaire que le gouvernement apporte aux sinistrés des catastrophes naturelles, l'État burkinabé doit porter secours à plus de 1 030 000 personnes déplacées internes à la date du 8 septembre 2020 du fait de la situation sécuritaire du pays. S'organiser pour mieux exercer leur citoyenneté et pour mieux contribuer à la lutte contre l'insécurité, c'est la résolution prise par la confrérie d'Ozo au cours d'une assemblée générale à laquelle a participé le ministre de la Défense, Chérif Sy. Ils sont venus de plusieurs contrées du pays pour réaffirmer leur soutien indéfectible dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme au Burkina Faso. Au cours de cette assemblée générale, plusieurs questions en lien avec la sécurité et la citoyenneté seront abordées par les participants. On va parler du Dozoya, donc des questions de Dozo elle-même. On va aborder ensuite les questions de sécurité. Le ministre de la Défense est venu ici pour prouver que les Dozo font quelque chose pour aider le pays. On veut que ce soit encore mieux organisé pour que ce soit plus efficace, qu'on n'entende plus qu'il y ait des morts par-ci par-là. En tout cas, dans la zone où il y a des Dozo. Les Dozo font partie de la société. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux sociétaux et il faut que les Dozo participent, qu'ils montrent qu'ils sont exemplaires à ce niveau ici. Nous les avons invités à participer aux prochaines élections de façon massive pour montrer que les Dozo sont des bons citoyens. Il sera également question de la mise en place d'une fêtière unique des Dozo du Burkina en vue de parler d'une seule voix. On posait une réflexion pour voir comment les Dozo peuvent contribuer dans cette lutte contre le grand terrorisme, accompagner les autorités, les forces de défense et de sécurité. Mais ce n'est qu'une contribution. Ils font déjà beaucoup, ils sont sur le terrain, mais nous ne pouvons pas rester indifférents car c'est notre pays à nous tous. Et raison pour laquelle nous avons fait appel à l'ensemble des Dozoba pour créer un cadre de concertation. Parlons d'union, parlons de paix, de cohésion sociale et accompagner vraiment notre pays pour pouvoir libérer le Burkina Faso. Présent à la cérémonie d'ouverture, le ministre en charge de la Défense nationale reconnaît la contribution combien importante des Dozo dans la lutte contre l'insécurité au Burkina. Nous disons, pour ce que nous avons constaté, que partout où il y a eu des Dozo, quand des individus sortis de je ne sais où sont venus pour agresser les populations, les Dozo ont toujours été à l'avant-garde. C'est ce que nous avons vu, que nous disons. Nous avons dit que dans la lutte contre le terrorisme, partout où il y a des Dozo, pour ce que nous avons vu, ce que nous avons constaté, ils combattent. Donc pour nous, ce sont des patriotes. C'est pour ça que j'ai dit Anjula ou Ifaso Kanu. Ça veut dire qu'ils ont l'amour de la patrie.
Des Dozo venus de la sous-région ont également pris part à cette assemblée générale. L'objectif étant de créer un cadre de concertation pour permettre aux Dozo d'apporter leur contribution dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso et dans la sous-région. Oui, Siaka Coulibaly, c'est un rôle qui n'est plus à justifier. Hein. La contribution des Dozo, des Kogluego, aujourd'hui, on voit que certains se retrouvent dans le cadre donc, des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, et qui assument. Oui, je crois que cette manifestation a plutôt un caractère organisationnel de mettre en place une structure. Autrement dit, le rôle que jouent les Dozo habituellement n'est plus à démontrer. Comme l'ont dit plusieurs intervenants, c'est une confrérie qui fait partie des sociétés de l'Ouest du Burkina Faso depuis des millénaires. Ils assument des fonctions très importantes au sein de la société, la fonction de défense, la fonction de sécurité, mais aussi d'autres fonctions sociales comme la médecine, le traitement de certaines maladies qui sont de nature mystique, etc. etc. Donc, que cela soit reconnu aujourd'hui, ce n'est qu'une étape supplémentaire dans la relation entre la confrérie Dozo et l'État. Peut-être qu'à partir de cette organisation, des rôles spécifiques vont leur être attribués, avec peut-être des prérogatives également, de sorte qu'ils puissent jouer un rôle plus important. Autrement dit, il est assez difficile pour les groupes armés d'agir impunément dans les zones où sont les Dozo, parce qu'ils contrôlent déjà les sociétés où ils existent. Donc, il est difficile pour quelqu'un de venir nouvellement s'installer dans les espaces couverts par les Dozo et de pouvoir même agir sur la durée. Donc, faut-il peut-être finalement les fondre dans ces volontaires pour la défense de la patrie tout simplement, ou laisser chaque entité Dozo, Kogluego poursuivre ses missions tout en ayant à côté ses volontaires peut-être? Même pour les Kogluego, je crois que la plupart ne peuvent pas intégrer les volontaires à cause notamment de l'âge. Pour ce qui concerne les Dozo spécifiquement, vous voyez bien qu'il s'agit de personnes qui sont dans la force de l'âge. On devient réellement un Dozo représentatif efficace à peu près autour de 50 ans en allant. Donc il est difficile pour eux d'être enrôlés dans les volontaires parce que l'activité volontaire est plutôt faite pour les jeunes qui peuvent se déplacer facilement, qui ont beaucoup moins de responsabilités sociales, etc., etc. Mais il est possible d'organiser la jonction en leur confiant des responsabilités, notamment, comme on l'a dit déjà dans le passé, quand le débat controversé sur les Kogluego avait lieu, qu'ils peuvent jouer un rôle notamment de renseignement, par exemple. Ils peuvent également jouer un rôle d'interpellation en lien avec la procédure judiciaire. C'est-à-dire que lorsqu'ils interpellent quelqu'un qui leur semble suspect, ils peuvent le déférer au niveau donc, des forces de l'ordre qui vont examiner s'il s'agit de quelqu'un de dangereux ou pas, etc., etc. Donc les Dozo peuvent très bien jouer des rôles liés à la défense et à la sécurité sans forcément être enrôlés dans les volontaires. On voit que, par exemple, les volontaires de la défense, on voit ça et là, des victoires, ce qui est rassurant. Et quand vous discutez aussi avec les forces de défense et de sécurité, ils semblent reconnaître en tout cas une certaine efficacité pour ces volontaires-là et une bonne collaboration, ce qui est une bonne nouvelle. Mais en même temps, on constate que les volontaires commencent aussi à perdre pas mal d'éléments dans les différentes attaques. Oui, mais c'était prévisible. Lors des discussions, lorsque la loi avait été proposée, on avait donc porté des inquiétudes sur le fait que là où les militaires professionnels n'ont pas réussi, est-ce que des civils formés en une dizaine de jours et dotés d'armes peuvent être efficaces? On avait donc posé ces inquiétudes-là. Et aujourd'hui, vu le nombre de volontaires qui sont touchés par les attaques terroristes, cela confirme donc que l'inquiétude était fondée. Ceci dit, les volontaires présentent certains résultats pour la simple raison qu'ils ont été placés dans le dispositif de la défense. C'est au niveau du ministère de la Défense qu'ils ont été recrutés, qu'ils ont été également formés
et ils agissent en lien avec les services de défense. C'est pour cela qu'il y a un minimum d'encadrement de leur action et aussi des résultats. S'ils avaient été laissés à eux-mêmes, certainement que non seulement les résultats auraient été moindres, mais plus certainement on aurait eu des abus de leur part sur les populations, ce qui aurait entraîné... C'est ce qu'on craignait d'ailleurs, mais visiblement il y a plus d'encadrement. Voilà, il y a plus d'encadrement. Et s'ils sont dans les rangs de l'armée, bon, pas les rangs, mais ils sont encadrés par les militaires, c'est beaucoup plus facile, la discipline est plus facile à faire respecter à ce niveau-là. Voilà. Le Mali, investiture cette semaine du président et du vice-président de la transition. Le médiateur de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Goodluck Jonathan, salue les avancées vers la normalisation de la situation. On l'écoute. Thank you so much. And on behalf of the Economic Community of West African States, I have to sincerely appreciate the people of Mali. Il est très content de ce qui se passe actuellement au Mali. Les jeunes de la militaire qui ont pris le pouvoir sont en train de faire du bon travail. Ils sont en train de travailler dans la droite direction de ce que les chefs d'État ont souhaité à Accra lors de leur rencontre du 15 septembre. Et qu'il est vraiment content de revenir dans cette situation apaisée où les choses rentrent dans l'ordre. Et vraiment, il remercie beaucoup les jeunes militaires pour les actions qui ont été entreprises. Et il estime et il espère que ça risque d'être l'une de ses dernières réunions en tant que médiateur, parce qu'il estime qu'après l'inauguration, après la prise de serment du vendredi, les choses devront rentrer dans l'ordre, parce que le Mali n'a pas besoin de sanctions, et ces sanctions ne sont pas du tout profitables pour la région et pour tout le monde entier. Donc il espère que vraiment c'est une bonne réunion, c'est une bonne occasion pour lui de venir pour clôturer un peu tout ce brouhaha autour du Mali. Et en fait, la CEDEAO ne souhaite pas du tout des sanctions pour des pays membres. Ils étaient dans l'obligation de le faire pour le bien de ce pays et que donc il est content que les choses aillent dans le bon sens. Probably this may be my last trip as a mediator. I may come maybe as a visitor after today. Thank you. Voilà. La transition malienne, donc, qui est bien partie. Le Mali a son président de la transition, le Mali a son vice-président. Et ce dimanche, le Mali a son premier ministre, Mokhtar Ouane, diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Donc, et là, l'information a été officiellement donnée ce dimanche dans un communiqué lu à la télévision nationale du pays. Mokhtar Ouane, 64 ans, devient donc le chef du gouvernement de la transition. Seka Coulibaly, les organes se mettent en place, l'exécutif de la transition est en train de se mettre en place. Ça va vite, finalement. Oui, disons que les choses rentrent dans l'ordre et les prescriptions de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, sont en passe d'être respectées. On a un premier ministre civil, et avant lui un président également civil. Donc je crois que, comme l'a dit le représentant de la CEDEAO, l'ex-président Goodluck Jonathan, on va très certainement assister dans les jours à venir à la levée des sanctions que la CEDEAO avait adoptées contre le Mali. On le voit bien, la junte entre griffes qui avait pris le pouvoir est en train donc de travailler à normaliser la situation et à mettre chaque acteur à la place qu'il devrait avoir, de sorte que le Mali retrouve donc la sérénité et puisse se remettre très rapidement au travail dès lors que les sanctions vont être levées bientôt. Les exportations vont reprendre, notamment les produits agricoles et le bétail, si bien que le Mali et les Maliens peuvent avoir la sérénité dont ils ont besoin. Cela ne met pas fin aux difficultés, parce que comme on le sait, il y a des groupes qui tirent un peu dans leur direction. Le M5 qui a été sur le front donc, de la lutte contre IBK ne s'estime pas être suffisamment pris en compte dans le processus de mise en place des On attendra peut-être des voir organes. le gouvernement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a le gouvernement, mais il y a aussi l'organe qui servira d'Assemblée nationale, qui va aussi être un espace où le M5 pourra jouer son rôle. Il faut seulement dire, un peu pour répondre aux récriminations des uns et des autres,
qu'une transition, si elle veut être efficace, elle doit tout faire pour être en dehors de l'emprise des forces partisanes. Donc, on peut comprendre pourquoi les militaires ont tenu à ne pas mettre des figures visibles du M5 à des positions importantes, comme la présidence ou la primature. Mais ils peuvent être membres du gouvernement, ils peuvent être membres également de l'organe législatif qui va être mis en place. Mais je crois que surtout, pour le M5, il faut travailler à contrôler la transition et à l'influencer de sorte que le cours des événements ne tourne pas dans un sens qu'il ne souhaite pas. Mais surtout, le M5 devrait travailler à se positionner comme la principale force politique en vue des élections, qui ne sont pas très loin. Les intérêts, malheureusement, sont divergents. Voilà, au M5 18 mois, c'est très court, et on aura bientôt renoué avec le cycle des élections. Vous avez des entités qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, les politiques, la société civile, les religieux. Et je pense que c'était bien que le M5 songe à mettre en place une nouvelle formation politique qui capitalise la lutte qui a été déjà menée et intègre donc les différences. C'est vrai qu'il y a des divergences idéologiques entre les partis politiques d'abord, mais tout ça peut se régler. La bataille justement sera à ce niveau, le contrôle de l'exécutif, de la transition, mais aussi justement de cet organe qui va servir d'assemblée. D'assemblée, exactement. D'accord. Alors, pour Moktar Wane, on le sait qu'il est depuis 2014 au niveau donc de l'UEMOA. D'abord conseiller technique, mais par la suite, depuis janvier 2016, il est le délégué général à la paix et à la sécurité de cette institution communautaire. Ça veut dire que sur ces questions de paix et de sécurité, au niveau donc de cet espace ouest-africain, il s'y connaît, quoi qu'on dise. C'est peut-être une très bonne chose, c'est un bon profil. Et finalement, la junte qui a quand même joué d'intelligence, on l'a vu avec cette volonté effectivement des chefs d'État de la CEDEAO, un président civil, mais finalement, il est civil, mais il est aussi, c'est un ancien militaire, oui. Il est clair. Et dans la charte aussi, selon les thèmes, c'est-à-dire que l'objectif aussi de la junte, c'est d'avoir un vice-président assez fort et peut-être même plus fort que le président. Goïta reste à ce poste de vice-président. C'est peut-être là aussi une stratégie gagnante pour la junte. Oui, c'est peut-être pas la principale image qu'on voudrait faire ressortir du profil que les organes de la transition sont en train de prendre. Mais il faut dire que ce sont des organes essentiellement tenus par les militaires. Et comme vous l'avez dit, le président est un ancien militaire fraîchement retraité, mais même le Premier ministre est un des ministres des ATT. Donc on peut penser que dans les concertations, il a dû peut-être suggérer à ses jeunes frères d'aller dans ce sens-là. Si bien qu'au final, on se rend compte que même si la junte ne continue pas à conduire les destinées du Mali, essentiellement les principaux organes sont en tout cas proches de l'armée. Et là, ça peut aussi convenir à l'opinion majoritaire des Maliens, qui était de laisser les militaires diriger la transition pendant que les politiciens se préparaient. Et même dans la sous-région ouest-africaine, beaucoup soutenaient l'idée que ce soit les militaires qui dirigent. Et je crois que c'est ce qui a été transmis dans les organes qu'on vient de voir. Et le plus important sera le contenu, les missions de cette transition, justement. Tout à fait. En particulier, et c'est là où le M5 ne devrait pas désespérer de la définition des organes, les réformes qui vont venir sont surtout le principal enjeu de la transition. Et c'est là où il va falloir jouer pour que ces réformes-là permettent d'opérer la transformation dont les Maliens ont appelé pendant longtemps, surtout au moment de la contestation avec Ibeka. Si on n'utilise pas cette transition à profit pour pouvoir mener les transformations, finalement, la lutte du M5 n'aurait pas été utile pour l'histoire du Mali. Donc, il faut veiller à ce que les mesures qui vont être prises, les réformes qui vont être prises, notamment la Constitution et les principales lois, le code électoral, la charte des partis politiques, que ces textes-là soient faits dans un esprit qui permette de conférer au Mali un parcours politique beaucoup plus stable que par le passé. Des réformes surtout par rapport à la gouvernance. Exactement. La gouvernance, ça on sait que c'est beaucoup plus une question d'individus. Et c'est là où peut-être que beaucoup seront satisfaits de voir que l'armée, l'un dans l'autre, contrôle
les choses. Non seulement il y a la lutte contre l'insécurité, qui est la principale priorité du Mali aujourd'hui. Si l'armée est en poste de direction, elle peut donc efficacement organiser la riposte contre les groupes qui créent l'insécurité. Ensuite, au niveau de la corruption également, ce serait facile pour eux. On a déjà vu des mesures comme le rappel des véhicules que certains responsables du groupe parlementaire avaient. Donc, on sent déjà qu'il y a une direction qui est en train d'être prise. On verra si cela se confirme. Volonté d'assainir, justement, la gouvernance au Mali. L'actualité sous-régionale, c'est également la Côte d'Ivoire, où les positions se durcissent. L'opposition a appelé à la désobéissance civile. Du côté du RHDP, le parti au pouvoir, on n'entend plus tolérer les destructions de biens publics. Alors, Siaka Coulibaly, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, où, comme je l'ai dit, les positions qui se durcissent quand même. On voit les sorties de Guillaume Soro, on voit notamment cette opposition autour de Henri Konaté Dié, mais aussi de Afi N'Guessan qui a rejoint la coalition. Mais en face aussi, on commence quand même à bander les muscles. Oui, c'est sûr. Donc, en fait, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des confrontations très importantes suite au rejet de la candidature de certains responsables politiques. Mais on remarque également aussi une sorte de pause, comme si les uns et les autres préparaient... Est-ce que véritablement cette opposition ivoirienne est capable de se mettre ensemble pour mener une lutte victorieuse? Il y a ces problèmes-là. Cette question se pose parce que, comme on le sait, elle est composée de forces hétéroclites. Oui. Comme on l'a déjà analysé. Substitution à l'interne. On a déjà analysé ici, elle est composée de forces hétéroclites. Certaines sont plus enclines au mouvement des rues et même à la violence, tandis que d'autres sont plutôt rompues aux arcanes de la politique politicienne comme le PDC-RDA. Mais le front existe et s'il est nécessaire, je pense qu'il va y avoir des affrontements. Mais je pense surtout que dans la période où nous nous trouvons, l'opposition a quelque peu mis du bémol dans sa ruée, parce qu'il y a en cours un certain nombre donc, de démarches au niveau des institutions. Vous avez vu les déclarations faites par les responsables des Nations Unies, Ibn Chambas, donc, qui représente l'ensemble donc, du système des Nations Unies, qui veut mettre une pression sur le gouvernement afin que des décrets ou une mesure soit prise permettant à tout le monde d'aller aux élections. C'est certainement pour ça que l'opposition peut-être attend les issues, l'issue de ces négociations-là, avant peut-être d'aller dans la rue. Et pour l'instant, le pouvoir ne semble pas dans cette approche des choses, parce qu'on l'a vu clairement, Ouattara, dans un journal français, qui l'a dit clairement, même ces institutions judiciaires internationales ne sont pas prêtes à appliquer des décisions parce qu'ils ne se sentent pas concernés. On attendra de voir. Oui. Tout à fait. Merci, Siaka Coulibaly, d'être passé dans cette info. Ce soir, ça sera tout. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.